Alors les amis, avant qu'on plonge dans le grand bain de la dinguerie financière qu'on va disséquer aujourd'hui, petit rappel crucial. Ce que vous allez entendre, c'est mon analyse, mes réactions de vieux briscard qui en a vu d'autres. Pensez-y comme une discussion à cœur ouvert, un électrochoc pour certains. Si vous cherchez des stratégies solides, béton, pour reprendre le contrôle de votre fric et arrêter de vous faire plumer, j'ai pondu quelques grimoires sur le sujet, comme Spartiate financier ou Parlons cash. Vous y trouverez des plans de bataille concrets, pas du blabla. Ceci étant dit, la vidéo qu'on va décortiquer aujourd'hui vient de la chaîne de Caleb Hammer, Financial Audit. Un type qui, comme moi, n'a pas peur de mettre les mains dans le cambouis financier des gens pour essayer de les sortir du pétrin. Et croyez-moi, avec le cas d'aujourd'hui, il y a du boulot. Accrochez-vous, ça va secouer. Elle se présente comme coach spirituel, mais vous allez voir que sa spiritualité a du mal à payer les factures ou à comprendre un relevé de carte de crédit. Dès le début, ça sent le sapin. My name is Rachel Justine, and I'm 27. I'm based out of Austin, Texas, and this is Financial Audit. What do you do for a living in Austin, Texas? My main thing, I am a spiritual coach. Okay, interesting. Yeah. How does that go? How does that go? It's like therapy or It's not therapy. It's a hybrid between online coaching, online courses, and yeah, and also now that things are opening back up, I'm doing in-person things, and it's a hybrid of like yoga, meditation, life coaching, upliftment, and essentially guiding people into feeling good and fulfillment in their life. okay. Yeah. And how successful are you in this? Not. It's a work in progress. Yeah. It's a work in progress. Okay. Yeah. Well, Alors, coach spirituel, ok, pourquoi pas. Chacun son business, d'accord. Mais quand Caleb demande comment ça marche, on sent direct que c'est flou, ok. C'est comme une thérapie, mais c'est pas une thérapie, c'est un hybride de coaching en ligne, de cours, de yoga, de méditation. Ok, en gros, elle aide les gens à se sentir bien, super, noble mission. Sauf que quand il demande si elle a du succès, pardon, la réponse c'est un travail en cours. Ça, mes amis, c'est souvent le code pour je rame comme un malade. Et vous savez quoi? C'est normal, tout le monde rame comme un malade. Seulement, quand ton succès est en cours depuis un moment, il faut peut-être se demander si le cours est bon. Et vous allez voir que cette passion a un coût, surtout quand elle se mélange avec une nouvelle passion pour les cartes de crédit. Sa passion pour le bien-être des autres, c'est une chose. Mais attendez de voir sa passion toute récente pour les dettes de cartes de crédit. C'est là que le travail en cours prend une tournure, disons, intéressante. Yeah, it's a continual journey, and of course, there's ups and downs. But ups and downs. I'm curious about a down right now. Talking about passions, do you have a passion for credit card debt? this is kind of crazy. I don't think I got my first credit card until like 2 years ago. This was all within the last 2 years? This Yes. wasn't even built up. Go on. Yeah, so I hadn't had the experience with credit cards at all. And because of the nature of my work, I didn't understand there was like different seasons of the work, and there were times of making more and then making less. So it became Avez-vous une passion pour les dettes de cartes de crédit? Franchement, Caleb, c'est un roi. Et elle répond qu'elle a eu sa première carte de crédit il n'y a que 2 ans. Toutes ces dettes se sont accumulées en si peu de temps. C'est ça qu'il faut. Elle n'avait aucune expérience avec le crédit. Et comme son travail de coach spirituel a des saisons, c'est-à-dire des moments où elle gagne plus et d'autres moments où elle gagne moins, elle a plongé la tête la première. C'est le piège classique. On découvre le crédit, on ne piche pas les flux des revenus variables et boum, la spirale infernale. Mais le plus dingue, c'est quand elle va nous parler de ses revenus. Vous savez quoi? Préparez le popcorn. Elle nous sort qu'elle gagne en moyenne 6 500 $ par mois. Mais elle est endettée jusqu'au cou. Vous la voyez venir, la grosse blague?
I would say a low month could be anywhere from 2,000-3,000 Okay. to an average is, I would say 6,500. Okay, that's not bad at all. 6,500. Yeah. That's your average. That's not your high. That's your average. That's an average. Okay, 6,500. Fantastic. What's the complaint about that? Donc, la dame, elle peut descendre à 2 000-3 000 $ les mauvais mois. Mais en moyenne, elle se tape 6 500 $. Caleb lui-même, il est surpris. Il dit quoi? Il dit fantastique. De quoi vous plaignez-vous? C'est génial. Et c'est là la question. Si tu brasses 6 500 pépettes par mois en moyenne, comment tu peux être dans la semoule à ce point? Ça fait presque 80 000 $ à l'année. 80 000 balles à l'année. C'est plus que le revenu médian d'un ménage là où elle habite à Austin. D'accord? Et elle est seule. Imaginez, vous êtes seul, vous avez 6 500 $ par mois, 6 500 € par mois. C'est la fête. Normalement, avec ça, tu vis correctement et tu mets de côté. Sauf si ton argent te file entre les doigts comme du sable. Hein. Et vu qu'on va voir sur son compte courant, c'est exactement ça. Elle a 4 000 $ sur son compte courant. Ce qui est pas mal. Mais attendez de voir comment elle gère ses paiements. C'est là qu'on commence à se dire que logique et argent ne vivent pas dans la même galaxie chez elle. Mais vraiment pas. How much is in your checking account right now? I cannot see that on here. What's in your checking account? Over 4,000. 4,000. Okay, I am happy with that. That's awesome. $4,000 in the checking. Mm-hmm. Everything in here is just mostly paying off. Well, not paying off cards, but paying towards cards. And you do it in a very interesting way. We have like a mobile payment here of $60 and a Spotify subscription, then a mobile payment of $60. And then we're Venmoing out $2,100. What the heck is that? What are we doing? That's my rent. Plus de 4 000 $ sur le compte chèque. Caleb, lui, il a l'air d'être content, c'est cool. On pourrait se dire, ouais, c'est cool, elle a un petit matelas. Mais il enchaîne direct en disant quoi? En disant, tout ici, c'est pour rembourser. Enfin, pas vraiment rembourser les cartes, mais payer pour les cartes. Et c'est là le drame. Elle fait des petits paiements par-ci par-là, un coup de 60 balles, un autre coup de 60 balles, pendant qu'un virement de 2100 $ pour le loyer qui s'envole. C'est cette manie des petits paiements mobiles qui va vous faire tiquer. Surtout quand on sait qu'elle a des dettes monstrueuses qui l'attendent. Pourquoi tant de paiements fragmentés au lieu d'une stratégie claire? Mystère et boule de gomme pour l'instant. Ces fameux paiements mobiles, ou plutôt mobile payments, qui reviennent en boucle, c'est un fléau sur son relevé. Ajoutez à ça un loyer de 2100 $ et vous avez le cocktail parfait, mais parfait, hein, pour que le pognon disparaisse à une vitesse grand V. Vraiment parfait. And then we're spending money at Starbucks and we're Venmoing out $1. And then again, here come the mobile payments again. We have $100, we have $60, we have $60, we have $50. We have check card ARC My Chart $100. Okay. I don't like that $100 went to something that you can't think of, but okay, we'll continue with a mobile payment of $50, mobile payment of $50. And GoDaddy payment is a website that's starting to make more sense. And same with the Squarespace thing. And then we have mobile payment $120. Again, we're just getting all this in a ClassPass for $69. Starbucks, Venmo à gogo, et cette litanie de mobile payments. 100 $, 60 $, encore 60 $, 50 $, un paiement de 100 $ dont elle ne se souvient même plus. Donc pour elle, 100 $, 100 €, bah oui, c'est rien, c'est normal, voyons, pourquoi on se tracasserait la tête? C'est le B à bas. Si tu ne sais pas où va ton argent, tu ne le contrôles pas. Point. GoDaddy, Squarespace, ok. C'est pour son business de coach spirituel. On comprend, on peut considérer ça comme des frais de travail, d'accord, des frais professionnels. Mais ensuite, ClassPass à 69 $, encore des mobile payments. C'est une hémorragie de petites dépenses qui, mis bout à bout, deviennent un monstre.
Surtout quand on a un loyer de 2100 $ qui te plombe déjà bien. Et ce n'est pas fini avec les dépenses optimisées. Son forfait téléphone va vous achever. Son forfait T-Mobile a presque 100 $ alors que Caleb paye 70 $ ou 70 $ pour le même service. C'est le genre de détail qui montre qu'elle n'optimise rien du tout. Et le coût du téléphone possédé maintenant, ouais. This, there's another one with $60, but it looks like your T-Mobile bill. I have the top plan at T-Mobile, $70. I think that's the top plan, but yours is $99.49. That's making me think that phone right there is not owned. That is financed. It is owned now. It's owned now. Yeah. Like you just paid it off officially, because this is $99. Yeah, it's been, but that's just the rate. It used to be like 120 a month. What plan are you on? Are you not on the automatic payment? Because that also brings it down by like $5. I'd look at that because you do not need to be on that plan. I promise you. I get coverage everywhere here for $70 a month, Wow. unlimited. Alors là, le forfait T-Mobile à 99,49 $. Caleb, lui, il a le top du top pour 70. Cherchez l'erreur. Elle paye 30 $ de plus par mois. D'accord? Par mois, ça veut dire 360 $ par an en plus pour la même chose, voire moins bien, si elle n'a pas activé le paiement automatique qui fait baisser la facture. C'est symptomatique de quelqu'un qui ne regarde pas ses dépenses de près. Il était à 120 $ avant, elle dit. Ouais, super, donc elle a économisé pour tomber à seulement 30 $ de trop. Et le téléphone, maintenant il est payé. Oui, super, mais il a été financé, ce qui a gonflé la note. Chaque dollar compte quand t'es dans le rouge. Visiblement pour elle, certains dollars comptent moins que d'autres. Et ce n'est pas en investissant dans Acorns que ça va s'arranger. Regardons ça. And this is going on. Now, one thing I do not like, what we have here, if we have money going into Acorns right now and subscriptions for Acorns. And Acorns is great. If you don't have really bad debt, you can sign up for Acorns in the description below and get a free $5 when you put $5 in, which is great. But it doesn't make any sense for you to do this right now because you have so much debt. Thoughts, comments? Investing in Acorns when you have all this crap debt? So Elle met de l'argent dans Acorns, une application d'investissement pour débutants. Sympa, c'est cool, c'est bien, pourquoi pas. Sauf que quand tu as des dettes de carte de crédit avec des taux d'intérêt astronomiques, tu le fais pas. C'est comme essayer de remplir une baignoire percée avec une petite cuillère. Ok? Caleb le dit clairement. Acorns, oui, mon anglais n'est pas super, d'accord? Donc Acorns, c'est super si t'as pas de dette pourrie. Mais elle a un wagon de dette, ok? Un wagon. Faut même pas chercher plus loin, c'est un wagon. Mettre de l'argent dans ce genre d'application, l'application Acorns, qui va lui rapporter peut-être quelques pourcents par an, et encore si le marché monte, alors que ses cartes de crédit lui coûtent 20-25% en plus en intérêt, c'est mathématiquement stupide, d'accord? C'est perdre de l'argent en pensant bien faire, alors que c'est pas le cas. Priorité numéro 1 quand tu as des dettes toxiques, les éradiquer. Pas jouer à l'apprenti investisseur avec des miettes. Tu te bats contre un incendie avec un pistolet à eau. C'est stupide. Et attendez de voir ce qu'elle fait avec cette épargne à compte. because Acorns you They can have a draw. savings account option? No, I just was using it as like an investment /saving. Well, speaking of that, you took $800 out of it, then you took another $300 out. Yeah, I needed all of that to come out. Why? I had a Why $6,500 a month? Do you need that? I hit one of the slowdown periods. So you're not good at saving money then. Because if we're looking at the average, that's great. But the high months, you need to have that money set aside for the slow months. You don't do that right now? Non seulement elle investit alors qu'elle est endettée, mais en plus elle retire cet argent de cette application Acorns et de son compte épargne dès qu'un mois est un peu creux. Donc son investissement / épargne n'en est pas un. C'est juste une tirelire qu'elle casse régulièrement. Ça s'arrête là. Elle a retiré $800, puis $300 de l'application. Pourquoi? J'ai eu une période de ralentissement. Donc,
Elle n'est pas douée pour épargner. Ça, c'est limpide. Si tu gagnes bien les bons mois, on parle d'une moyenne quand même de 6 500 $, ok, cet argent doit servir à anticiper les mois plus faibles. C'est la base d'un fonds d'urgence, d'une gestion saine quand tes revenus sont variables. Elle fait l'inverse. Elle dépense tout, ça y est, c'est la fête, et quand ça coince, elle tape dans ce qui ressemble de loin à une épargne. Un vrai cercle vicieux. Le manque de prévoyance est criant, et ça va devenir encore plus flippant quand on va aborder le sujet des impôts. Elle gagne 80 000 $ par an avec son business de coach, ce qui est très bien. Mais est-ce qu'elle met de l'argent de côté pour les impôts? Suspense ou pas en fait. Vous doutez bien de la réponse, n'est-ce pas? I have investments in other places. Investments in other places. Okay, well, I want to hear about that. Before we do that, guess what? $80,000 a year is actually a significant amount of money. Fun fact about money that you make, taxes are owed. Have you saved any money for taxes? Because we are entering tax season as we speak. What do you do have you paid taxes these last few years? Yeah, I have. Uh-huh. Yeah. So you claimed all the money that you made? 80 000 $ par an, c'est une somme, d'accord? Et quand tu es à ton compte, qui dit revenu dit impôt. Caleb pose la question fatidique, avez-vous mis de l'argent de côté pour les impôts? Et sa réponse? Ouais, je les ai payés ces dernières années. Cette réponse est aussi convaincante qu'un politicien en campagne, d'accord? Le problème avec le statut d'indépendance, c'est que personne ne prélève les impôts à la source pour toi. Personne. C'est ta responsabilité. Si tu ne provisionnes pas au fur et à mesure, le réveil fiscal peut être extrêmement brutal. Mais vraiment extrêmement brutal. Et vu sa gestion générale, j'ai comme un mauvais pressentiment sur la planification fiscale qu'elle peut avoir. On va voir comment elle gère ça. Comment elle paye ses impôts, cette fille? Accrochez-vous, un ami lui a donné l'argent une année et une autre fois, elle a échangé des services de coaching contre une aide pour sa déclaration. En pleine connerie, en fait. Vraiment en pleine connerie. I think I got help from a friend one year who did it, who gave me money Gave you money to to do pay it? my taxes. Yeah. A friend gave you money, but it was a gift, right? You don't owe it back. I don't know it back. No. How much was that? I mean, I think it was like a few hundred, maybe like. Is this like a third-party platform that you're using that you're getting payments through? This online thing. Is it your website or is it like a... There's different platforms. Like sometimes I'll use like Cash App, like, and I'll just have people for the coaching, like go one on, through that. I highly doubt you're claiming that money. I don't think, I don't do my tax. I have someone else do my taxes. You do have someone else do it, a CPA. Yeah. You pay someone to do your taxes. No, I trade. We like trade. Trade? Trade what? Like, I coach and then they, Oh. yeah. Well, that's okay, but are they like good at it? Un ami lui a donné quelques centaines de dollars pour ses impôts. Cadeau, donc ça va. Mais ensuite, elle fait faire ses impôts par quelqu'un en échange de coaching. C'est là que ça devient glissant. Est-ce que cette personne est un vrai comptable qualifié? Est-ce que cet échange est déclaré correctement des deux côtés? On peut en douter fort. Et Caleb soulève un point crucial. Elle reçoit des paiements via Cash App pour son coaching. Il doute fortement qu'elle déclare tous ses revenus. C'est jouer avec le feu. Et si le fisc s'en mêle, ça peut faire très très mal. D'ailleurs, parlons un peu de ça, du risque d'un contrôle fiscal. Franchement, voir des situations pareilles, ça me met hors de mots. Mais ça me motive aussi à continuer ce que je fais. Essayez de vous armer pour éviter ces galères. Si vous trouvez que ce genre d'analyse vous ouvre les yeux, n'hésitez pas à balancer un pouce bleu, à vous abonner pour ne pas rater les prochaines dissections. Et surtout, rejoignez la communauté des Spartiates financiers. Ensemble, on est plus fort contre la connerie financière. Bref, revenons à notre ami et ses impôts. Face à ce micmac fiscal, Caleb lui explique qu'elle devrait avoir au bas mot
20 000 dollars de côté, rien que pour les impôts. Et si on ajoute un fonds d'urgence, on grimpe à 40 000. Vous imaginez sa tête? Regardons ça. Want to mess around with the IRS, and guess what? You have absolutely $0 right now saved up to pay these taxes on $80,000 a year coming soon. You'd probably want like at least, I don't know, $20,000 saved up on the side For like just potential taxes. for taxes? Yes, and that's why I don't think you are claiming everything you get, girl. I think you're the Cash App and stuff. We're not doing that. Whatever platform. I think the only platform you might be claiming is Square because they'll send you an end of year tax statement. Other than that, I think everything else you're just like, this is my money. I'm gonna go spend it. I'm gonna go into debt, and I'm not gonna pay taxes. No, I just haven't thought about it like this. am I scaring you? The 20,000, I was thinking that you were meaning just, that would be for taxes and for, just a general savings. Yes, you want an additional $20,000 as general savings, so you probably want $40,000. What? Yes. Caleb lui assène la vérité. $0 de côté pour les impôts sur les 80 000 balles de revenus. Il lui faudrait au moins 20 000 balles, 20 000 dollars juste pour ça, pour être en sécurité. Et quand elle réalise qu'il parle uniquement des impôts et qu'il faudrait 20 000 dollars de plus pour un fonds d'urgence, soit 40 000 au total, on sent la panique dans ses yeux. C'est la dure réalité de l'entrepreneuriat mal géré. Tu crois que tu gagnes bien, mais tu oublies la part de l'État et la nécessité d'un coussin de sécurité. Écoutez, la règle d'or dans ce cas-ci est la suivante. Dès que tu touches $1 en tant qu'indépendant, mets 30% de côté pour les taxes. C'est tout. C'est pas sorcier, mais il faut le faire, d'accord? Le problème, c'est qu'elle a du mal à ne pas toucher son argent. Pourquoi elle n'arrive pas à épargner et pourquoi elle pioche dedans constamment? Sa réponse est classique. La mentalité d'abondance qui justifie les dépenses. Le genre de truc qui vous mène droit dans le mur. I don't know how to not to touch the safe. I thought about getting a safety deposit box so that way it's like away from me. You can have a couple different kind of savings because yes. Now, okay, so why can't you? Why do you always touch the money? I feel like something always happens. Well, that's why we have an emergency fund. If there's an emergency and you don't have the money to pay for it, you take it from there. But you don't want to take tax money. This is why we haven't even talked about an emergency fund, but that would be the extra $20,000. But you never touch it unless you have to. But what always happens? What are you doing in your life that you're always getting into some kind of pickle? Because usually recognizing that, you're able to then counteract that in life, But if you're just always getting into it, then clearly something's wrong. Elle dit qu'elle ne sait pas comment faire pour ne pas toucher à son épargne, qu'elle a même pensé à un coffre-fort. Quelque chose arrive toujours, dit-elle. C'est pour ça qu'existent les fonds d'urgence, ma grande. C'est exactement pour ça, ok? Mais elle mélange tout. Et puis vient la perle. Je voulais vivre dans une mentalité d'abondance. Ça fait du bien d'acheter des choses. Ouais, super, ok. Donc la fameuse mentalité d'abondance. C'est le nouveau mantra, la mode pour justifier qu'on claque son fric n'importe comment. Je me demande même si c'est pas un mantra qui a été inventé pour que les idiots dépensent plus d'argent en fait. L'abondance, la vraie, c'est d'avoir la sérénité financière, pas de s'endetter pour des trucs qui font du bien sur le moment. C'est du bullshit de gourou marketing, ça. C'est débile. Et ça m'amène à une question un peu plus, philosophique. Okay? Caleb la met face à ses contradictions. Comment peut-elle se prétendre coach spirituel et guider les autres vers le bien-être alors qu'elle est incapable de gérer un aspect aussi fondamental de sa propre vie que ses finances? Comment? It's like, it feels like, it's hard not to spend. This is going to be offensive. I have to be offensive. The spiritual advice and all that stuff on the other side, I don't understand exactly what you're saying. We can talk about that, but I don't know what's said in there. Are you in a place where you should be giving that kind of advice to people if you can't even stop yourself from something as basic as spending? Well, I don't give people financial advice. I know, not financial advice, but life advice. If you can't even take control of your own misbehavior, should you be giving advice to other people?
Et c'est une excellente question. Là, Caleb touche un nerf, un point essentiel. Il lui dit, je vais être offensant, hein, désolé, mais êtes-vous en position de donner des conseils de vie aux gens si vous n'arrivez même pas à contrôler vos propres dépenses, ce qui est quelque chose de basique? Évidemment, elle va se défendre en disant qu'elle ne donne pas de conseils financiers. Oui, mais les finances, c'est une part énorme de la vie. Et si tu es en stress constamment à cause de tes dettes, comment peux-tu prêcher l'épanouissement et la sérénité? C'est comme un diététicien obèse qui te vend un régime pour perdre du poids miracle. Ça manque un poil de crédibilité, non? Donc, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Et ces cartes de crédit sont un exemple parfait de désordre. On attaque le cœur du problème, ces cartes de crédit. Enfin. Et la première, c'est déjà un chef-d'œuvre de mauvaise gestion. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Elle dépense plus sur la carte, qui est déjà presque au max, qu'elle ne la rembourse, tout en se prenant des intérêts. C'est brillant. So on here, this is something that pisses me off more than almost anything in the world. We have a previous balance of $1,846, $299 payments. Cool. We are making progress. Yay. Progress is happening. Fantastic. But guess what? We're doing $343.67 of purchases. We're purchasing more than was even paid on when we're already basically at the credit limit of $2,000. And while that's all happening, $41.59 of interest is being charged. Why are you purchasing $4,000 in your checking account, bringing in $6,500 a month? Why are you purchasing on a card that is already almost maxed out? Il a raison. Caleb a raison d'être furax. Solde précédent, $1,846. OK? Paiement effectué, donc pour le remboursement, $290. Pour les Belges, $290. On se dit, cool, ça baisse, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais non. Achat sur la même période, $343. Donc elle met $290 pour rembourser la dette, mais elle va se faire plus de dettes en dépensant $343. Elle a dépensé plus qu'elle n'a remboursé sur une carte déjà à la limite des $2,000 max. Et pour couronner le tout, 41,59, on va dire $42 d'intérêt qui viennent s'ajouter, ce qui est logique. Elle a $4,000 sur son compte en banque, elle gagne $6,400 par mois, ok en moyenne, mais quand même, et elle continue d'utiliser une carte maxée. D'accord? C'est une danse macabre avec ses finances. Elle dit qu'elle préfère utiliser la carte pour avoir plus d'argent, mais elle ne rembourse pas. Elle perd de l'argent avec les intérêts. C'est aberrant. Elle dépense des fortunes chez Honest Mary's et d'autres restos, évidemment, hein, prétendant que c'est moins cher que de faire ses propres courses. Une excuse bidon pour ne pas cuisiner et continuer à flamber. No money. Why are you just like, I don't care. F my life. I'm just going to go spend money. Why are we doing that? With spending money on Honest Mary's, I figure it's cheaper than going and buying groceries. Like it That's really not how does. math works. No, it's not. It depends where you go. I see a lot of Whole Foods in the other statements. Yes, Yeah. maybe if you go to the most expensive place and get the most expensive thing, yes. If you go to H-E-B and just get some $1 noodles, that is not even close to being able to be justified. Pourquoi tout ce fun alors que tu as de l'argent? Ça, c'est vraiment ce que demande Caleb. Sa justification pour Honest Mary's, qui est visiblement un restaurant, je me dis que c'est moins cher que d'acheter des provisions. Super! Ben oui, forcément. Si tu pars acheter ta bouffe dans un supermarché bobo spécialement agriculture verte et bio, où la pomme te coûte 8 € la pièce, oui, effectivement, acheter au restaurant, ou en tout cas acheter à emporter, ça peut coûter moins cher. Mais normalement, quand tu fais tes courses dans un supermarché normal, ok, le kilo de pommes est à 2 €. Ok, le kilo, c'est l'excuse la plus éculée du monde. Ok, Caleb l'a démoli direct. Et finalement, il va dire ce que je viens de dire. Non, ça ne l'est pas.
si tu vas chez eux, ça s'appelle Whole Foods, qui est un supermarché bio relativement cher, ok, sa défense peut tenir la route. Mais si tu vas chez HEB, qui est un supermarché normal, et que tu achètes des nouilles à $1, c'est pas comparable, ok? C'est pas comparable. Elle avoue qu'elle faisait du meal prepping, qui veut dire préparer de la nourriture avant, mais que ça prenait trop de temps, qu'elle préfère travailler plus. Sauf qu'elle ne travaille que 5 heures par jour en moyenne. Ça, on va l'apprendre plus tard dans la vidéo, mais elle ne travaille que 5 heures par jour. Hein. Donc, c'est juste une façon de fuir la réalité. Elle est accro aux dépenses dites plaisir, et son crédit score, on paye le prix. Pour ceux qui ne savent pas, aux États-Unis, le credit score, c'est avec ça que les banques jugent les personnes qui ont un compte chez eux. Et ce credit score, ce système de credit score existe aussi en Europe, sauf qu'il n'est pas mentionné de la même façon qu'aux États-Unis. Avec toutes ces cartes de crédit, quasiment au maximum de leurs limites, son score de crédit a évidemment pris une claque monumentale et il est tombé à 593, 593. C'est la catégorie mauvais payeur en devenir. Yeah, and Experian. Open up Credit Karma. Let's see. Okay. It's not fair. Credit score is not fair. Maybe it went down. Yeah, you know why? Because you have maxed out credit cards. 593 credit score. What is that? Is that Bad is what it is. bad? Yes. It's not good. It dropped down from 595. So there's your drop, your major drop. You were at 579 for a second. So you went up, let's see. Oh, okay. So a year ago, we were at like 607. Okay. And yes, it's because your credit card use across the board is 89%. Crédit Karma ne ment pas. Crédit Karma. 593. Caleb est direct. Est-ce que c'est mauvais? Oui, ça l'est. C'est mauvais. Il n'y a rien à en dire. C'est de la merde, ok? Il était à 607 un an avant. Maintenant, il est à 593. Et moi, je pense que ça va continuer de descendre. La raison de cette dégringolade, son taux d'utilisation du crédit qui est de 89%. Ça veut dire que sur toutes ces cartes, d'accord, elle a utilisé quasiment 90% du crédit disponible. 90%. C'est énorme, d'accord? Pour les banques, c'est un énorme drapeau rouge, énorme. Ça crie « Attention au risque, cette personne est sur le point de se noyer ». Un bon score de crédit, un bon credit score, c'est la clé pour obtenir des prêts à des taux corrects, que ce soit pour l'immobilier, la voiture ou d'autres choses. Avec un score pareil, si elle a besoin d'emprunter, elle va se faire matraquer, pour pas dire autre chose, parce qu'il faut rester correct ici sur les plateformes, elle va se faire matraquer le cul sur les taux. Mais vraiment. Et en parlant de prêt au taux, préparez-vous, parce que ça arrive. It's okay, whatever. Total accounts. So what I wanted to see in here is that our girl Ally Financial. There she is. With only 6% paid off, we have a $30,000 car loan. Actually, we can round down $29,000. And what was that payment again? That is $534.13. Yikes a month. When your minimum payments on all these things, it's going to be like a third of your income. And then you have a stupid expensive rent. You have no money left, essentially. I mean, you do, but we'll talk about it. Let's see. Hey, you reached the milestone. It's very excited because you made 4 payments. What's the interest rate on this car? I can't see on here. When did you get this car? In the summer, 4 months ago. So 4 months ago. Okay. What's the car? what kind of car is it? Yeah, what's the car? It's a Toyota RAV. Year? For 2020. Okay. I think. Okay. Yeah. And the reason I bought that car is because I had a Toyota 72 months, 6 years. Yeah. Sorry, go ahead. My car got stolen. Ooh. Yeah, I had a Toyota Camry and I had 2 payments left and then it got stolen. And Does insurance not cover that? they did. They paid for that car and then I took that money and I put some of the money that I had set aside, I took some of that and added it to my down payment on this car. Perfect. How much was your down payment? 16,000. Okay. Après s'être fait voler sa voiture, il lui restait que deux paiements, donc ça c'est vraiment la preuve. C'est pas cool, ça arrive. Elle a contracté un prêt de presque $30,000 pour une Toyota RAV4
de 2020, ok? Elle a acheté ça en 2022-2023. Mais 30 000 dollars pour une Toyota RAV4, même avec un acompte de 16 000 dollars, ça fait une sacrée somme. Allez Financial, la société de prêt auto apparaît. Un prêt de 29 000 dollars, d'accord, à l'arrondi. Mensualité 534 dollars. Ça fait une somme. Son ancienne voiture, une Camry, pour ceux qui aiment les voitures, dites-moi si je le prononce bien, a été volée alors qu'il ne lui restait que 2 paiements. C'est tout. L'assurance a payé et elle a utilisé cet argent plus une partie de son épargne, d'accord, pour mettre un acompte de 16 000 dollars sur une RAV4 de 2020 version XLE Premium. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien. Vous qui vous connaissez en voiture, dites-le moi. Ce qui est un bel acompte en soi, d'accord? C'est vrai, 16 000 dollars quand on doit payer 30. Honnêtement, imaginez d'acheter une maison qui vaut 200 000 balles et vous mettez déjà 100 000 balles. C'est plutôt pas mal, quoi. Mais 29 000 dollars de prêt sur un véhicule d'occasion, pas neuf, d'occasion, même récent, ça reste énorme, ok? C'est comme si on voulait vous avec du gros gravier sans le moindre mille, quoi. Faut arrêter, à un moment donné, il faut arrêter. Surtout quand on voit le taux d'intérêt qui a se coltine, c'est vraiment du gravier. Et là, on voit la probable surévaluation du véhicule à l'achat. Donc, surévaluation, ça veut dire que le vendeur a gonflé le prix un maximum, parce qu'après tout, c'est son job de gonfler un maximum, parce qu'il gagne des pourcentages. En plus de son salaire, il a 1% sur le prix sur lequel il vend le véhicule. Donc, forcément qu'il va gonfler. Et elle qui l'achète, elle n'y connaît pas grand-chose, donc du coup, elle va pas non plus trop y réfléchir, parce qu'elle n'a pas l'air d'avoir cette habitude-là. Et j'imagine que le gravier doit lui faire du bien. Le taux d'intérêt de son prêt auto, 7,5%. Avec son credit score, fallait pas s'attendre à des miracles, d'accord? Caleb estime qu'elle a probablement perdu environ 15 000 dollars dès la signature à cause de la surévaluation et de la dépréciation. On regarde. $15,000. What do you mean? It's worth about $30,000. Your loan is about $30,000. You lost $15,000 immediately. Because the loan that increased how much it was. Because they probably overpriced it, and they, a lot of things that happened at the car dealership, they probably effed you on it a bit. You probably didn't, let me guess, you didn't do any checks on the price? What is this car actually worth? I believe I did look it up, and at that excuse me, at that time, it was during, I don't know if it was a car thing, but if there's a car crisis going on, Car crisis. there was every car was being sold like crazy. I haven't heard of the car crisis, but yes, cars were super marked up because of where cars have gone since then, and it was a used car. You lost $15,000. Sorry. It's a 2019. 19, so okay. So you're probably a little underwater on it, I bet. Interest rate? I don't know. Can I see? 7.5% interest. Caleb, il lâche. Okay, il lui dit clairement, votre prêt est d'environ 30 000 dollars. La voiture vaut 30 000. Vous avez perdu 15 000 parce qu'elle a 30 plus 16 qu'elle a payé. Donc oui, effectivement, elle a perdu 15 000 dollars. Comme ça, poup, en référence à la compte des 16 000, hein, c'est ce que j'expliquais. Il pense que le concessionnaire l'a bien eu sur le prix, ce qui arrive souvent, surtout pour les débutants, on peut le comprendre. Mais effectivement, il pense que le concessionnaire l'a bien eu sur le prix, surtout pendant la crise des voitures où tout était surgonflé. Elle est donc probablement sous l'eau sur ce prêt, ce qui est une expression, c'est-à-dire qu'elle doit plus que ce que la voiture ne vaut en fait. Et le coup de grâce, c'est les 7,5% d'intérêt. Avec un crédit score de 593, 593 pour les Belges, c'est presque généreux en fait. Tenter de refinancer un tel score avec des taux en hausse, c'est mission impossible, d'accord? Appelez Tom Cruise parce que là, il y a une mission pour lui. C'est une catastrophe financière sur roue. Et il est temps de parler solution et ça va piquer. Après avoir listé toutes ces charges fixes, loyer, assurance, prêt auto, etc., on arrive à 3 551 dollars
incompressible par mois. On peut rien enlever. C'est vraiment de l'incompressible. Ils ont tout, et là, ça ne veut plus. C'est de l'incompressible. Caleb lui propose un budget alimentaire strict de $500 et un plan drastique, zéro dépense, plaisir, pendant 6 mois pour torpiller ses dettes de carte. Regardons ça. 27 for credit card payments, $150 for car insurance. So far in our budget, we are required to spend $3,551 just for things to not completely fall apart. Now, if we're looking at an average month of $6,500, we have $3,000 left. That is great. Some months are going to be less, some months are going to be more. But that is our average month, and I am just taking your word on that, and I hope that is correct. Okay. You are going to put in your budget $500 a month on groceries. And you're going to go to H-E-B or Kroger, things like that. And you can buy in bulk at Costco. We're not doing Whole Foods anymore. We're not doing Trader Joe's anymore. We're going to the regular cheap grocery stores, even a Walmart. I do not care. $500 a month, not a penny more. Also, a $45 credit card. And then we repeat this on a monthly basis. You are not having a single ounce of fun. You don't get to go get any kind of clothes because your closet is probably completely full. You is paid off, and $500 can go to the $4,845 credit card. And then we repeat this on a monthly basis. You are not having a single ounce of fun. You don't get to go get any kind of clothes because your closet is probably completely full. You don't need to have any fancy haircut. Do the cheapest way possible. You are not going out to eat a single freaking time. It doesn't exist. It does not exist in your life. Only $500 of groceries. And then after about 6 months of no joy in your life, 6 months because you've just gotten yourself into such a disgusting mess. You're just laying in a sewer every night when you go to bed. That is how bad this is. After 6 months, we have no more credit cards. No more credit card debt. Incredible. Is that fantastic, right? On voit, c'est qu'avec $3,551 de dépenses obligatoires et un revenu moyen de $6,500, il lui reste environ $3,000. Caleb budgète environ $500 pour les courses. Pas de Whole Foods, direction, elle va aller là où ça coûte moins cher, ok? Tout ce qui est discount, voilà, elle va aller là-bas. Il faut arrêter de vouloir se balader dans des magasins Beverly Hills, youpi, super, je vais me faire belle, rue Lafayette, ou place je sais pas quoi. Non, elle va aller comme tout le monde au Carrefour, au Aldi, et elle va s'acheter à manger normalement. Donc, il reste $2,500. Ce montant, chaque mois, il doit aller directement au remboursement des cartes. Mais directement. Zéro resto, zéro fringue, zéro coiffeur, rien du tout, que dalle, nada. 6 mois de ce régime spartiate, justement. Et les $14,457. Imaginez, c'est quasiment $15,000, d'accord, de dette de cartes pourraient être effacées. En 6 mois. Juste en 6 mois. Comme ça, tranquille. C'est brutal. D'accord? C'est brutal. 6 mois sans joie, sans sortie, sans rien. Brutal, enfin. Pour les gens normaux. Pour les gens comme nous, ça va, c'est notre habitude. Mais pour les gens normaux, oui, c'est brutal, en effet. Mais c'est le prix à payer pour sortir de cet égout financier dans lequel elle se trouve. Elle doit 15 000 balles quand même. Et ce n'est pas tout. Il y a encore la voiture. Et là, la solution est encore plus radicale. Regardons ça. It's saved up in cash that you're never touching, okay? $10,000. $10,000 is saved up in cash. Good with that so far? Yeah. Cool. You're not going to be good with this next part. You're going to sell your car. What? You're going to sell your car because you're in a mess. You're in a mess. We need a restart. We just need a restart. Or you could continue this balls to the wall for another full year. Would you rather sell the car or go crazy for a year and a half total? Well, then I'd have to buy a new car. That's why you have $10,000 saved up on the side. Now, with that $10,000, you might be $1,000 in the hole on this car to pay it off. So maybe you have $9,000 after that. But you buy a $9,000 car. Pour la voiture et ses $29,000 de prêt à 7,5%, Caleb propose 2 options, d'accord? Continuer le régime spartiate pendant encore 1 an, soit au total 18 mois, ou
vendre la voiture après avoir économisé 10 000 dollars en 4 mois, quitte à être légèrement en perte pour racheter une voiture cash moins chère. Et ces investissements en crypto, car oui, on n'a pas regardé toute la vidéo de 1 heure ensemble, mais elle a quelques investissements en crypto. Il propose une liquidation immédiate pour rembourser les cartes. Regardons ça. Where are we in? I want to see your position specifically. Fun fact, congratulations. Sell all of this right now. Pay off that top credit card. Yes, it doesn't matter. The returns you're going to get on that's not even close to the 1,000,000,000% interest rate you have on this credit card. The math doesn't work. Sell, pay. Sell, pay. You f yourself in the past. Take accountability. Pay it off. Really? Yep. 1888. Cool. Sell it. What? Put it towards the next car. Yep. This could go up. It could. It's over And I will- 3,000 I It could. invested. I'll tell you what, 100% will happen no matter what. These credit cards will keep killing you. Doesn't matter. Get back into that bullshit if you want to in the future. Right now, you are taking care of your past sins. You f***ed up. Take care of it. Be an adult. Voilà. Vendre la voiture, le mot est lâché. C'est la bonne approche, être pragmatique. Soit elle se serre la ceinture à l'extrême pendant encore 1 an pour rembourser la voiture, soit elle économise 10 000 balles en 4 mois. Vend la RAV4 et achète une voiture à 9 000 balles cash. C'est radical, mais ça la libère de ce prêt toxique. Et ses investissements en actions, que ce soit Robinhood ou n'importe quoi d'autre, et en Bitcoin, elle a qu'à tout vendre. Maintenant, les 1 900 dollars qu'elle a apparemment dans Robinhood, d'accord, et les 1 888 dollars de Bitcoin qu'elle a, youpi, faut les vendre. Pourquoi? Parce que le taux d'intérêt de ces cartes sont bien plus élevés que ses placements. Donc, voilà. Occupe-toi de tes péchés du passé, c'est ce que dit Caleb. Sois une adulte, c'est dur, mais c'est la seule voie. Maintenant, acceptera-t-elle ce plan de sauvetage? Suspense. Et fin de cette descente en enfer. Bon, voilà les amis, un cas d'école comme on dit. On a une personne avec un bon revenu, vraiment un bon revenu, qui se retrouve étranglé par les dettes à cause d'une gestion naïve et catastrophique, d'une méconnaissance totale des bases financières et d'une mentalité d'abondance qui n'est qu'un piège à con. D'accord, soyons clairs, c'est une piège à con, la mentalité d'abondance. Oh, je visualise, il y a de l'argent qui me tombe sur moi. Et alors, tu peux le visualiser, c'est pas pour ça que ça va pleuvoir du ciel. Hein, sinon, il n'y aurait pas les banques qui imprimeraient de l'argent. Donc, les solutions proposées par Caleb sont extrêmes. Pour la majorité des gens, c'est vrai qu'elles paraissent du moins extrêmes, mais la situation l'est tout autant pour elle, en fait. Là, on n'a pas regardé toute la vidéo. Elle n'a pas que 15 000 dollars de dette, d'accord? Elle a d'autres trucs à côté aussi en termes de dette. C'est un vrai problème. Le plus dur, c'est de prendre conscience du problème et d'accepter de faire des sacrifices, ok? Pour la majorité des gens, c'est une réalité. Ils ont des problèmes d'accepter les sacrifices, alors que c'est la manière la plus efficace de se sortir des soucis financiers, mais pas seulement financiers, même dans ta vie de tous les jours. Tu coupes ce qui te crée des problèmes. Tu t'éloignes de ce qui te crée des problèmes. Si quelqu'un veut courir pour être le roi du monde, alors qu'être le roi du monde, ça t'apporte que des problèmes, laisse-le prendre ta place, t'en as rien à foutre. Il faut être idiot pour vouloir être le roi du monde, quand tu peux vivre tranquillement dans ton coin. Est-ce qu'elle le fera? L'avenir nous le dira. Ce qu'il faut retenir, c'est que personne n'est à l'abri, d'accord? Personne. Mais qu'avec de la discipline et de la connaissance, et surtout un bon plan de bataille, on peut s'en sortir. Et si vous voulez en savoir plus sur comment forger ce plan, vous savez où me trouver. D'ici là, gardez l'œil ouvert, soyez malin avec votre fric, et ne laissez personne vous dire que dépenser sans compter, c'est vivre dans l'abondance. C'est juste être un pigeon